heureuse de vous retrouver une fois de plus, mesdames et messieurs, ce mercredi pour Webpress. Aujourd'hui, je suis entourée des intelligences de mon pays. Vous allez les découvrir et ça vous fera plaisir, j'en suis sûre. Nous allons parler pour vraiment gagner du temps parce que nous avons beaucoup de sujets aujourd'hui. Nous allons parler de la position de l'UNC, de la position du président Kabila, de la position des évêques par rapport aux élections et par rapport à la politique de la République démocratique du Congo. Nous allons parler du Kasaï. Génocide ou pas génocide au Kasaï, nous allons parler du soutien des chefs d'État face aux sanctions contre la République démocratique du Congo et nous allons terminer par la sanction contre Renaissance. Comme vous le savez, Renaissance est reléguée en tout cas en deuxième division vu ce qui s'était passé dernièrement lors du match je crois Renaissance Club. Voilà, merci. Non, nous avons des férus du ballon rond. Donc je suis avec Nikez Mouzani. Nous commençons tout de go, vous allez découvrir les autres au fur et à mesure. Mouzani, nous avons suivi la position de Caméré aujourd'hui. Caméré, on ne comprend pas, c'est une certaine opinion qu'il pense d'ailleurs, le volte-face de Caméré aujourd'hui qui soutient la Senko. Pour vous, Caméré a raison de changer de position cette fois-ci et de soutenir la Senko face aux enjeux de l'or? S'il a raison, madame, ou s'il n'en a pas, je pense, monsieur Caméré, c'est un opportuniste. Si le pays est arrivé là où nous sommes aujourd'hui, c'est lui qui a fait confiance à même M. Kabila en allant démarrer les dialogues au Kantchachi. Expliquez à cette population, opportuniste veut dire quoi en fait? C'est un terme qu'on emploie souvent, mais les gens ne comprennent pas. Opportuniste veut dire quoi? Je pense que tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment doivent savoir que M. Caméré, il joue avec le temps. Lorsqu'il voit ses intérêts sont en danger, il change de camp. Et lorsqu'il sent que si je me maintiens dans telle position, il peut rentrer là-bas. Donc c'est pourquoi d'ailleurs dans les médias nous l'appelons un caméléon. Il n'a pas une couleur fixe. Donc il a cru à M. Kodjo, il fallait sauver Kabila. C'est ce qu'il a dit dans sa déclaration qu'il a rendue publique le week-end dernier. Il fallait aider M. Kabila à sortir par la grande porte. C'est pour cette raison-là qu'il est allé au Kantchachi avec Eden Kodjo. Malheureusement, il se voit aujourd'hui floué par M. Kabila. Ce sont ses propres déclarations qu'il a rendues publiques. Donc les Congolais ne peuvent pas croire que M. Caméré, c'est quelqu'un qui peut sauver ces pays. Si réellement il a fait confiance aux évêques et tout ce que les évêques ont déclaré, lui, il adhère convenablement, il devait commencer par demander à tous ces ministres qui sont avec Tchibala de rentrer à la maison. Le fait qu'il était avec Badibanga, il est avec Tchibala, et il dit non, les évêques ont raison, debout Congolais, allons-y. Mais non. Et ces ministres sont toujours assis. Lui demande aux Congolais d'être debout. Ces ministres sont assis dans des bureaux climatisés avec Tchibala. Ce n'est pas sûr, parce que le même viendra encore vous dire non, je sais pourquoi j'ai choisi Kabila. Demain, il vous dira je sais pourquoi je déteste Kabila. Mais non, c'est ça l'opportunisme. Il ne faut pas faire confiance à M. Caméré. C'est un danger pour ces pays. Thierry Bongo, la position, quel est le message clé aujourd'hui des évêques? Qu'est-ce que les évêques demandent aux Congolais? Parce qu'il y a vraiment un flou dans la compréhension du public. Il y a des gens qui disent que les évêques demandent à la population la désobéissance civile. Les évêques demandent aux gens de prendre des armes. Quel est le message clé des évêques? Les évêques de la Senko ont relevé un certain nombre de problèmes qui minent la société congolaise actuelle, des problèmes pour lesquels tous les Congolais sont totalement impliqués et conscients. Les évêques ont fait un diagnostic totalement réaliste de la situation actuelle, que ce soit les situations économiques, sociales, politiques, et les évêques ont demandé aux Congolais de ne pas dormir, de rester conscients, de se mettre debout. Ils ont demandé aux Congolais, pas de la désobéissance. Ils ont demandé aux Congolais d'être debout. Être debout peut être interprété de plusieurs manières, certes, mais les évêques ont demandé aux Congolais de ne pas dormir, de rester éveillés, de se mettre en marche debout pour revendiquer le droit d'être citoyen, pour revendiquer le droit de vivre en tant qu'être humain dans une nation qu'on veut démocratique. Et ça interpelle un chacun, selon sa conscience, à voir ce qu'il peut faire pour sauvegarder la démocratie congolaise. Et je crois, pour peut-être rebondir sur ce que Nikez vient de dire, que ce message a certainement touché M. Caméré, qui a compris que la démarche ou le discours qu'il tenait ne cadrait pas avec la réalité congolaise. Et s'il s'appuie
sur la déclaration des évêques, on peut dire tant mieux. Je ne vais pas faire un jugement de valeur sur ce qu'il est ou ce qu'il a fait, ainsi de suite. Mais je vois que Vital Kamerhe a fait le choix. Le choix de faire le pas à côté des évêques, à côté de la population congolaise. Et je crois que dans cette démarche de la SENCO, on a besoin de tout le monde. La SENCO, Peter Tiani, est-ce que la SENCO représente la population, la voix de la population? Parce que la majorité présidentielle dit non. La SENCO aujourd'hui ressemble à un parti politique. La SENCO aujourd'hui vraiment n'est plus cette église, en fait, c'est l'église catholique, ce n'est plus cette église au milieu du village. La SENCO a droit, doit-elle se taire aujourd'hui face aux enjeux de l'heure, Peter Tiani? Alors, moi je suis étonné d'entendre cela de mentor de la majorité présidentielle. Visiblement, ils ont la mémoire courte. Il y a peu, je peux leur rafraîchir la mémoire, l'autorité morale de la majorité présidentielle a demandé à la SENCO d'organiser les assises pour mettre tout le monde autour de la table. Et c'est grâce à la SENCO que nous avons eu cet apaisement, puisque tout le monde a cru à la SENCO et on a glissé. Mais visiblement, lorsque j'analyse l'attitude de la SENCO, on se rend compte qu'ils ont l'impression aujourd'hui que on les a utilisés, on a abusé de leur bonne foi pour passer en 2016, la date fatidique du 19 décembre. Et en 2017 pour marcher foulé au pied des accords et par rapport à ce qui s'est passé au Palais du Peuple pour la signature des arrangements particuliers. C'est comme ça que la SENCO se dit, ayant cette charge de la population. Maintenant, nous devons dire à la population de se réveiller. Et lorsque vous décryptez le message... Ça veut dire quoi, se réveiller? Ça veut dire expliquer à cette population debout. Ça veut dire notre hymne national. Notre hymne national, c'est debout congolais. Le Congolais a été assis. Le Congolais a été à genoux. Aujourd'hui, le Congolais meurt partout. C'est encore tiré à Béni, il y a peu. Les gens continuent de mourir au Kasaï. Le Congolais trouve l'Eldorado à l'étranger. En Angola, à Brazzaville, en Afrique du Sud, en Europe. Le Congolais part partout, sauf au Congo. Il suffit que le DG Loterie commence pour que vous voyez comment les cybercafés vont être inondés. Les militaires et les fonctionnaires sont payés de la manière dont nous savons. Le Congolais aujourd'hui est à genoux. Celui qui travaille et celui qui ne travaille pas sont identiques. Face à cette situation, nous avons besoin de cette alternative. Ça veut dire un régime qui vient, si ce régime n'arrive pas à faire des choses, l'autre succède. Mais on se rend compte que ce régime qui est là 16-17 ans durant n'a pu changer les choses, mais veut se maintenir. C'est comme ça que les évêques disent au peuple congolais debout. Pendant que je suis en train de vous parler, madame, le vrai journal que je coordonnais a été saisi, des factures. La SNEL a quadruplé de factures. Il y a des gens qui percevaient 20 000, 30 000 francs de factures. Aujourd'hui, la facture vient 200 000 francs. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'à un moment, il faudrait qu'il y ait ce sursaut d'orgueil pour se dire trop, c'est trop. Autre aspect, c'est la question de Vital Kamerhe. Elle est très importante. Est-il caméréon, comme on le dit, permettez, hein, c'est ce qui s'est dit. Hein. Est-il opportuniste, change-t-il de position à tout bout de champ quand il sent que ses intérêts sont menacés, ou doit-on faire confiance à Vital Kamerhe? Comme on dit, la politique est dynamique. Quand il sent que ça va de ce côté, ben, allons-y. Quand il sent que ça ne va pas, eh bien, quittons. C'est normal. Moi, personnellement, je ne peux pas, il est évident que je ne peux pas avoir des jugements de valeur directs avec, il est un secret pour personne que Vital Kamerhe est un acteur politique qui est assez ouvert avec la presse, c'est quelqu'un avec qui nous avons travaillé pendant longtemps. Il est vrai que Vital Kamerhe dans l'Est est un grand homme, et aujourd'hui, la position qu'il rejoint les évêques, il faudrait prendre ça au sérieux, parce que Vital Kamerhe dans l'Est passe pour un dieu jusqu'aujourd'hui. Mais c'est aussi ce que Nikias dit, c'est important, parce qu'il y a eu des moments dans l'histoire, les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons gouvernent notre vie tout entière. Dans la vie, il faut apprendre à être sérieux avec soi-même. Vital Kamerhe a eu à lever des options. Il vous souviendra que la cité de l'OEA, la rencontre de la cité de l'OEA, a été crédibilisée par Vital Kamerhe. Sami Badi Banga,
était un menu frétin qu'on a pris de l'UDPS qui ne suffisait pas pour tenir ses assises. C'est Vital Kamerhe qui a crédibilisé cette rencontre. Et la population aura retenu ça, ce qui a blessé. Ça a beaucoup blessé. Et voulant être Premier ministre, ça n'a pas marché. Kabila a fait les choses à sa manière, a roulé l'UNC, mais en donnant 3 postes à l'UNC. Ensuite, c'est la Senco. Le Vital Kamerhe revient. Mais ce qui fait mal, c'est que Vital Kamerhe joue bien, mais à la dernière minute, il participe à la signature des arrangements particuliers. Ça aussi, ça a été... C'est qui s'est tenu au Palais du Peuple. Au Palais du Peuple. Okay. Ça a beaucoup froissé, ça a beaucoup dérangé. Ces arrangements particuliers n'ont pas été en accord avec les évêques, qui d'ailleurs avaient séché cette rencontre, qui l'ont repris d'ailleurs dans leur communiqué, disant que c'est en dehors de ce qu'ils avaient concocté. Bon, aujourd'hui, revenir à la raison, il faudra féliciter, je veux dire, passez-moi les termes, quand quelqu'un est égaré, qui revient à la raison, c'est toujours important. Alors le débat, c'est au niveau de convaincre. Hein. Est-ce qu'il va arriver à convaincre tout le monde? Mais il est vrai aussi qu'avoir Vital Kamerhe du côté des évêques, du côté du changement, dans l'Est, Vital Kamerhe ici donne un mot d'ordre. Moi j'étais avec lui là-bas, Beni, Bukavu, Goma, il faut le prendre au sérieux de ce côté. Mais ce qui est aussi vrai, c'est un conseil à prendre ou à laisser, parce qu'il y a certaines personnes aussi qui ont coupé le cordon avec Vital Kamerhe pour leur prise de position, dont moi je fais partie, pour m'être opposé à cette option qu'avait levée. Parce que Vital Kamerhe entend tout le monde. Hein. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il sait entendre quand il parle avec des gens. Et nous avons été ceux qui avaient dit que cette option qu'a pris cet acteur politique de partir à la cité de l'OUA et de faire ça était suicidaire. Aujourd'hui, il revient à la raison. Bonne chance, c'est un acteur politique, un animal politique. Du moment où ça peut nous permettre à aller aux élections 2017, à monter la pression pour que Joseph Kabila comprenne qu'en fin de compte, il y a une vie après la présidence. Il y a une vie après tout. Il n'y a pas de présidence à vie. Mobutu a fait 32 ans. Il est parti. Quoi qu'on fasse, on peut arrêter, on peut tuer, on peut couper les chaînes de télévision, on peut museler. Quoi qu'il arrive, à chaque jour suffit sa peine. Thierry, vous voulez ajouter quelque chose par rapport au message? Oui, Nicaise, nous allons clôturer avec vous. Vous voulez ajouter? En fait, c'est que j'ai essayé de décrypter un petit peu ce message et quelques points forts, quelques mots-clés. Les évêques disent que c'est inacceptable qu'une minorité de concitoyens ait décidé de prendre en otage la vie des millions de Congolais. Nous devons prendre en main notre destin commun. Ont-ils tort? Je pose la question à nos téléspectateurs. Est-ce que nous sentons aujourd'hui, nous Congolais, foncièrement capables de pouvoir choisir notre destinée? Le peuple choisit sa destinée à travers les élections. Les élections semblent s'éloigner de plus en plus. Ont-ils tort de penser que cette minorité de politiciens, de cette classe politique vieillissante qui se comporte de manière tout à fait aléatoire vis-à-vis de la population, ont-ils tort de penser que ces gens ont pris en otage la population congolaise pour décider de leur sort sans eux? Est-ce qu'il n'est pas visible aujourd'hui que le pays va mal? En l'espace de 6 mois, nous sommes passés d'un dollar de 1200 aujourd'hui à 1530, 1600, arrondissons à 1600 carrément. Et ça peut aller de mal en pis d'ici peu, si les choses ne sont pas clarifiées sur le plan politique, parce qu'il faut savoir que depuis que la RDC a choisi le schéma de la libéralisation de l'espace politique, la politique joue un rôle important sur le comportement de l'économie. Des évasions, on les a épinglées, ça pose un sérieux problème de sécurité. Nous sommes dans un état de total, excusez-moi le mot, bouillabaisse. On est vraiment dans la bouillabaisse actuellement, on ne sait plus repérer l'État. Où se trouve l'État, on ne sait plus repérer. Mis à part avec faux follet, de ci par là, parce qu'on doit faire quelque chose, on fait quelque chose. Mais en réalité, l'ingouvernance actuelle fait que le citoyen congolais lambda se sent inconforté. Et les évêques nous disent de ne pas avoir peur. Les évêques nous disent de nous mettre debout. Je vais rebondir sur ce que Peter Tchani a dit. Je suis très mal à l'aise dans un débat de parler des personnes. Hein, parce que j'estime que pour ma part, la politique congolaise pêche parce qu'on a
au lieu de mettre des débats objectifs sur la table, on a mis des débats totalement subjectifs. Sur les personnes, basées sur les personnes. Okay. Vital Kamerhe a péché peut-être d'une naïveté politique voulue. Permettez-moi l'expression. Parce qu'il a pensé qu'en se mettant dans le diapason des dialogues, il pourrait porter une solution pacifique au dénouement de la crise. Est-ce de la naïveté? Ça pourrait être une naïveté volontaire, oui, parce qu'il connaît très bien l'interlocuteur qu'il a en face de lui, il connaît très bien le rouage du pouvoir, il connaît le système face auquel il était. Donc je constate que Kamerhe a été trimballé de là à là, sous prétexte qu'il cherchait un dénouement positif et pacifique à la crise actuelle, mais qui malheureusement, en sous-bassement, cherchait autre chose aussi, le pouvoir. Et je vais chuter en disant ceci, que l'opposition congolaise a déçu profondément la population. C'est pour ça qu'on se rabat sur les évêques, parce que l'opposition congolaise nous a démontré qu'il suffit de leur tendre un beefsteak pour qu'ils changent de discours. D'ailleurs, c'est là où nous allons venir, le fameux troisième dialogue. Y aura-t-il un troisième dialogue? Nous avons suivi le président Kabila. Nous avons suivi le président Kabila en Afrique du Sud. Le dialogue est permanent, selon lui. Et d'ailleurs, le président sud-africain a félicité le chef de l'État congolais, vu que le calme, la prospérité règne en République démocratique du Congo. Nous tendons vers ce troisième dialogue, Nikes, pour passer à autre chose. Je pense que Paulette, moi, je n'ai pas besoin de passer par le dos de la cuillère pour dire que monsieur Kabila, s'il croit avoir encore dans sa casserole des tendances politiques de la RDC d'ici décembre, c'est mieux, je lui conseille de s'enfoncer les doigts de lait jusqu'à son omoplate. Parce qu'il ne verra pas cette classe politique. Mais si on nommait, parlons franchement, parce que ce troisième dialogue, il y a une opinion je voudrais y arriver. Qui veut qu'on mette Félix Tshisekedi comme Premier ministre, et c'est avec lui, vu ce qui s'est passé avec son père, peut-être comparaison n'est pas raison, mais on a vu quand son père était devenu Premier ministre, il y a eu un semblant de paix, de sérénité. Est-ce qu'avec le choix de Félix Tshisekedi aujourd'hui, on peut s'attendre à des élections apaisées, la monnaie peut chuter aujourd'hui, ou peut reprendre de sa valeur, vu ce qui s'est passé avec Étienne Tshisekedi en 90, bien qu'il dise qu'il n'est pas son père, il n'est pas le clone de son père. Madame, je vais commencer par quelque chose que Thierry a lâché tout à l'heure avec Peter. Monsieur Kamerhe, s'il est populaire à l'Est, il y a quelque chose, nous sommes africains, nous disons, quand la tête se trompe, tout le corps va payer cette erreur. En tant que leader politique, tant que monsieur Kamerhe fera des va-et-vient, il fait mourir des Congolais. Toute erreur commise par le cerveau fait payer tout le corps. Combien de fois on a donné des fessées à un bébé? Qu'est-ce qui se trompe? C'est le cerveau. C'est dangereux pour un homme politique qui n'est pas stable comme ça. C'est pas possible. Pour revenir, dialogue ou nommer Félix Tshisekedi, ce n'est plus à l'ordre du jour au niveau du rassemblement. Parce que M. Kabila a rassuré que lui applique l'accord du 31 décembre. Le rassemblement va bientôt, ça j'anticipe peut-être, va annoncer aux Congolais que lui il applique l'accord du 31. Pendant qu'il applique l'accord du 31, il n'y a pas de crispation. Les chaînes de télévision sont toujours fermées. Et les prisonniers restent là où ils sont. Beaucoup de choses. Les partis politiques sont toujours dédoublés. Le rassemblement est prêt à annoncer au peuple congolais qu'ils ne sont même pas intéressés par le poste que ce soit. Kabila applique l'accord du 31 avec Tchibala. Décembre, élection, il n'y a que ça. Et M. Kamerhe vient d'adhérer, comme l'a dit Thierry. On est d'accord qu'il adhère. Mais nous ne voyons pas la face Nikes, Corneille Nangaa l'a dit, il ne faut pas être aussi hypocrite ni faire de la démagogie. C'est impossible qu'il y ait des élections. Il a dit clairement, on s'en cache même plus. Mais le même Nangaa, madame, le même Nangaa à la Senko Tukomo au Kachachi. Lui, il disait toujours que moi, je suis prêt à organiser des élections. Il suffit que les politiciens s'entendent. Il suffit que les politiciens s'entendent. Quand il y a l'élection, il faut commencer. Ça, c'est la phrase fréquente de M. Nangaa. Il suffit que les politiciens s'entendent sur la première élection. Or que si le pays est dans cet état, ce n'est pas à cause de l'élection des bourgmestres. C'est à cause d'une élection qui pose problème au pays. Ce n'est pas l'élection législative, non. Il s'agit de l'élection présidentielle qui vient de poser ce problème au pays. L'élection présidentielle, on élit seulement une seule personne qui est l'institution président de la République. Et ce monsieur-là ne veut pas partir. On lui dit qu'il sera sénateur à vie, tout ça c'est moindre. Je pense que M. Kabila doit être clair, qu'il demande des garanties,
que non, j'ai des immeubles, j'ai ceci, j'ai cela, garantissez-moi que vous n'allez pas me les ravir. Les présidents africains, c'est souvent, ils sont accros de leurs biens acquis. Ils ont aussi la phobie de la prison. Nous allons partir au Kasaï. Je vais terminer par là, le cardinal l'avait dit, un homme qui est juste et qui gère bien son pays ne peut pas avoir peur d'une prison. Au Kasaï, aujourd'hui, on a découvert, Peter Tiani, d'autres fausses communes, mais selon la majorité présidentielle, bon, il y a une certaine opinion qui pense qu'il y a trop de triomphalisme. Nous l'avons suivi là-bas à Genève, il n'y aura pas d'enquête internationale, c'est fait, c'est acquis. Mais on découvre tous les jours des charniers. Qu'est-ce qui se passe au Kasaï, au fait? Comment finir avec cette histoire du Kasaï, Peter Tiani? Moi, je ne sais pas des triomphalismes qui a gagné. Il s'agit n'y a plus d'enquête, l'ingérence étrangère. Il n'y aura pas par rapport à la commission d'enquête. Il y aura enquête. Si les gens lisent bien, ils verront qu'il y aura enquête. Les gens ont créé avant, et je constate même qu'ils communiquent plus sur ça, parce qu'ils ont compris que lorsque vous lisez le dernier rapport, il va y avoir enquête. Seulement, ce sera une enquête conjointe, supervisée par nous, les Congolais, par l'État congolais. Mais il y aura enquête. Il y aura enquête. Okay. Il y en aura. Et il s'agit des Congolais qui sont morts. Parce qu'il fallait gérer l'affaire d'un chef coutumier. On a obligé qu'on puisse le fusiller. Et nous en sommes là. Hein. Mais ce que Nikes dit, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a une frange de l'opposition, de la population. Par rapport à Vital Kamerhe, ce que vous dites, vous n'avez pas tout faux. Il y a des gens qui sont déçus, c'est vrai. Beaucoup d'ailleurs. Parce que, il vous souviendra que quand Etienne Tshisekedi a accepté Ibiza, Kamerhe et consorts, quand on a voulu conditionner l'électoral par le recensement, par les élections, en 2015, les gens sont descendus dans la rue, c'était la dynamique, c'était Kamerhe, Fayoulou, voilà. Consorts. Et donc, Kamerhe avait une notoriété assez importante. Mais il faut aussi dire que Tshisekedi était à Ibiza et puis il s'est rebiffé, il est revenu à la réserve. Je voulais aussi ajouter, parce que vous avez parlé de la primature, Félix Tshisekedi. Kabila a quand même débauché et damé beaucoup de pions. C'est ça? Est-ce que la machine va continuer à arranger le rassemblement? Il avait pris l'UNC, aujourd'hui l'UNC revient, mais il avait pris l'UNC. Kabila a démystifié aussi les gens. Hein. Les Matungulu sont venus ici, candidats président, mais... Les KTB Katoto, d'ailleurs le rassemblement, je vais dire. Kabila a démystifié des gens. Pour ça, coup de chapeau. Il y a excusez-moi de dire à la télévision. Moi, j'ai beaucoup de respect. J'ai lui-même dit qu'il doit communiquer. J'ai rencontré un officier à la station qui m'a mis du carburant, qui m'a dit, Monsieur Peter, je l'ai dit à la télévision sans le citer, je pensais que Kabila pouvait prendre tout le monde. Il est officier en fonction. Sauf Valentin Moubaki. J'étais surpris de voir Valentin parler de Monsieur le Président. Je me suis dit, ce pays n'a pas de chance. Et moi, j'ai dit à Valentin Moubaki, vous devez communiquer. Mais ce que je voulais dire ici, c'est quoi? On peut déboucher tout le monde. Du moment où on n'a pas débouché la population, on n'a rien fait. Le vrai adversaire de ce régime, madame, je vous ai dit ici sur ce plateau, ce n'est pas Kamerhe et Tshisekedi Félix. Non, c'est le peuple. C'est la misère. C'est le meurtre Kasaï. C'est l'insécurité. C'est les évasions à gauche à droite. C'est ce dollar qui est aujourd'hui à 15, demain à 16. Le ventre, la vie, on voit nos enfants à l'école. Lorsque nous venons parler ici, nous ne parlons pas Kabila, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi. Syndicat Dokolo. Nous parlons pour nous. Nous parlons pour notre vie, notre avenir, l'avenir de nos enfants. Il s'agit de nos vies, madame. Nous sommes journalistes. Si nous étions dans un pays qui est organisé, je parle avec un confrère de Vox Africa, de la Voix de l'Amérique aux États-Unis, qui passe aussi sur Roger Moutou. Écoutez son salaire. Ceux qui me disent que ma société et qu'on sponsorise ma chaîne de télévision, ma journaliste, elle revivre bien. Ceux qui me disent que enseignant tout professeur, à convier député, nous sommes comme un politicien, comme un député, tout ministre, tout le monde qui est malade. Regarde ce qui se passe à l'ONATRA. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas vouloir s'accrocher au pouvoir. Félix Tshisekedi, si aujourd'hui... 7 millions de dollars détenus par Kimbembe Mansoura selon les journaux, l'énorme scandale Alex Onatra. Voilà. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi devient Premier ministre,
Ça veut dire que Félix Tshisekedi va dire à la population, nous n'allons pas aller aux élections 2017 parce que moi, le fils de Tshisekedi, mon papa s'est battu pendant 32 ans, 35 ans, 25 ans au pouvoir à l'opposition pour que moi je sois Premier ministre de 3-4 mois. Ça sera une mort politique, madame. Aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer l'accord. L'accord veut que les élections en 2017. Voilà. Si Félix Tshisekedi fait cette erreur, retenez ce que je vous dis aujourd'hui, madame, c'est une mort politique. Nous ne pouvons pas aller comme ça. C'est quand même pas un pays des imbéciles. Mon frère, Thierry Bango, nous allons prendre le soutien, parce que nous sommes dans le Kassai, le soutien des chefs d'État africains. Comment comprenez-vous ce soutien-là? Parce que cette commission internationale indépendante mettrait en exergue ce qui se passe réellement. Pourquoi les chefs d'État africains soutiennent la non-ingérence de la communauté internationale en RDC? Vous comprenez, madame, que c'est un petit peu difficile de quitter le premier sujet pour aborder... C'est le branle-bas. Parce qu'en fait, en réalité... Tout se mêle. Le nœud de tout ce qui se passe aujourd'hui en RDC, qu'on parle de charnier au Kassai, qu'on parle de non-élection, élection ou pas, le nœud, justement... C'est la non-tenue des élections. Voilà. Nous sommes, sans en être conscients, dans une période de non-loi. Qu'on se le dise. Mais vous comprenez depuis que nous avons traversé le cap de décembre 2016, nous sommes dans une situation de non-loi. Nous sommes dans une situation telle que les forces politiques soutiennent le fonctionnement de l'État. Et c'est tout à fait anachronique. Voilà ce qui se passe à Kassai. Des gens, comme l'a dit Peter, veulent imposer de manière forcée un règne coutumier qui n'est pas bienvenue. On le fait de force. On tue un chef coutumier, un détenteur de pouvoir ancestral, une personne qui possède l'esprit de ses ancêtres. On le tue. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes sur cette table, très peu de gens savent pourquoi on le tue. Quel est le réel mobile de sa mort? On ne sait pas, on n'en parle même pas. On ne sait pas pourquoi on devrait le tuer. Qu'est-ce qui a amené tant de véhémence, tant de violence pour qu'on puisse en arriver à ça. Sonia Roland ne l'a pas dit, moi je n'ai pas envoyé le temps. Dans le web, on ne le dit pas clairement. La révélation est la suivante. Jusqu'à présent, ce ne sont que des supputations, ce sont encore que des suspicions. Nous attendons qu'effectivement l'enquête puisse nous donner des réponses à cette question-là. Parce qu'on peut aller dans toutes les considérations. Il y a des enquêteurs de l'ONU qui sont morts, ainsi de suite. C'est vrai. Mais la base, le nœud, le point d'orgue de ce problème, c'est cette mort de ce chef coutumier. Pourquoi on l'a tué? Et le soutien des chefs d'État Les chefs d'État africains, qui sont-ils? C'est ça. Est-ce que vous avez en tête encore ces pays qui ont soutenu la RDC? Je n'ai en mémoire qu'un seul président, malheureusement. Zuma Jacob. Il n'est pas un président modèle pour moi. En tout cas, Jacob Zuma... C'est pas un modèle, ça. C'est pas un modèle, déjà. Et Jacob Zuma, ça m'étonnerait que l'ANC le réalise encore. Et je suis sûr que c'est l'un des rares présidents sud-africains qui ne vont pas entrer dans l'histoire de manière positive. Ce que moi je me souviens, c'est qu'il y a eu un carcan de chefs d'État, anciens chefs d'État, qui ont fait leur mandat, qui ont œuvré pour l'avènement de la démocratie dans leur pays, des gens qui sont battus pour qu'on puisse respecter le dirigeant africain. Je ne parle même pas de l'homme africain, le dirigeant africain. Ils ont fait leur mandat, ils ont fait leur temps, ils sont partis. C'est vrai que gérer, c'est pas facile. On ne peut pas gérer et en sortir les mains propres. Ça ne se fait pas, certes. Mais il faut savoir s'assumer. Quand vous faites le choix de prendre la charge d'une nation, il faut savoir que vous allez faire des choix difficiles après. Et si vous le faites, c'est un sacrifice. On ne part pas, on ne prend pas le pouvoir pour en jouir. On prend le pouvoir pour en subir le contre-coup. Et je crois que le message de ces chefs d'État, anciens chefs d'État, devrait plus interpeller nos actuels dirigeants que ceux de ces dirigeants qui malheureusement n'ont pas la cote dans leur pays. Le club d'amis en plus. Vous avez un mot par rapport au soutien des chefs d'État? Par rapport à les chefs d'État, madame, vous parlez des chefs d'État. Ce sont tous les tyrans. Est-ce que vous avez les noms de ces pays? Parce que moi je ne l'ai plus en tête. J'ai même lu dernièrement un communiqué de la Corée du Nord. Oui, mais de la Corée du Nord. Heureusement, vous avez commencé par les Rwandais, il fallait commencer exactement par celui-là, qui est un modèle vraiment anachronique. Il ne faut même pas donner l'exemple de la gestion ou des dirigeants rwandais. Tous ceux qui ont pris le pouvoir par les armes ne partent pas par les papiers, comme ils appellent ça Kingakati.
S'ils ont pris le pouvoir par les armes, il faut le faire partir par les armes. Et ce sont ces gens-là, soi-disant, madame, vous venez de dire, qui soutiennent M. Kabila et Atundu Tokom Mende. Vous n'avez pas vu Macky Sall là-dedans pour soutenir ce genre de choses. Si Macky Sall doit soutenir les régimes de Kinshasa, c'est de se mettre aux côtés de Kofi Annan. Vous n'avez pas entendu Kofi Annan dire oui, c'est très bon, Kinshasa, avec Zuma, vous avez une bonne vision de la République démocratique du Congo. Non, madame. Ce n'est pas un réveil de la fierté africaine de dire que cette fois-ci, nous allons résoudre nos problèmes. Nous-mêmes, nous avons marre de l'ingérence étrangère, alors on se solidarise quand un chef d'État est... Je vais dire, madame. Quand même M. Mende parle de la souveraineté de l'ingérence étrangère, les bâtiments où il y a la Cour constitutionnelle qui vient de signer un arrêt qui accorde M. Kabila de rester tant qu'il n'y aura pas... Il n'y a même pas un sac de ciment acheté avec l'argent du trésor congolais. C'est l'Union européenne. Pourquoi ils ne disent pas que non, nous ne voulons pas abriter un bâtiment? C'est la coopération, c'est différent. On a déjà dit, la coopération est différente de l'ingérence. Bien sûr. Alors, nous prenons d'autres exemples. Le budget de l'Union africaine, 80%. L'autre a reconnu, et qui c'est le ministre des Affaires étrangères, comment il s'appelle? Je n'aime pas trop encombrer mon cerveau avec des noms comme ça. Mais il a dit ici à l'Assemblée nationale que 80% du budget de l'Union africaine vient de l'Union européenne. Où est la souveraineté dont parlent les présidents africains? On a tué Kadhafi, ils sont souverains. Qui a osé dire un mot? Je comprends pourquoi chez Okitunda si... Vous avez cité l'exemple de la Libye, vous suivez Mende qui disent que non, on veut rendre la RDC comme la Libye aujourd'hui, parce qu'on veut détruire la RDC, on veut balkaniser la RDC. Bientôt Mende va vous dire que Joseph Kabila est un héros. Lui, il est capable. Donc, il cherche des illustrations qui ne cadrent pas avec la tyrannie qui est en train d'installer en RDC. Tout ce qu'on demande à M. Mende, tout comme M. Kabila, d'abord, tout le monde, les Congolais comme les pays étrangers, ont laissé M. Kabila terminer ses 2 mandats calmement, même pas une seconde dérangé par la communauté internationale, l'Union des peuples congolais. Il a tout épuisé. Mende a dansé. Il a dit le ciel ne tombera pas sur la tête, mais on l'a vu à l'Élysée. Je ne sais pas si ce sont les pieds qui sont allés tomber là-bas. Donc, souveraineté, ceci, cela, ingérence, non, c'est faux. Ils ont des choses à cacher. Nous allons terminer par le sport. Renaissance, relégué à la 2e division, et Pefkin. Il y en a qui se lèvent, qui disent bravo, cette fois-ci, la sanction est tombée parce que c'était trop, c'est trop. Mais il y en a qui disent que non, c'est sanction à double, comment on connaît l'expression, deux poids, deux mesures, parce que Desenfe a fait la même chose, Mazembe, il y a Vita Club, il y a toujours eu aussi des brouhahas comme ça dans le stade. Pourquoi on ne les a pas sanctionnés? Est-ce que cette fois-ci, c'est une injustice, une fois de plus, par rapport à cette sanction de c'est juste un petit mot par rapport à la souveraineté. Nos immondices ici, Kimbuta ne sait pas les enlever. Voilà. Quand l'Union européenne le faisait, quand il a laissé, regardez comment Kinshasa est devenu. Mais j'ai vu les députés provinciaux, ils sont allés poser leurs problèmes sur le Premier ministre. Même les députés provinciaux, je ne sais pas s'ils lisent, s'ils ont le temps de lire. D'abord, c'est une bande illégitime, mais ils vont voir le Premier ministre. Ils ne savent pas que leur chef, c'est Kimbuta. Voilà. Ils vont poser le problème sur le Premier ministre. Ça ne cadre pas. C'est ça, c'est ce que Thierry venait de dire. Si nous sommes dans une période où... de non-loi. Ésu. Par rapport à Renaissance. Renaissance, je suis tout à fait contre les pratiques où pas de fair play, lorsqu'il y a ce qui ne va pas, lorsqu'on perd, on casse. Je suis contre que lorsqu'on termine un match de football, ça devient comme un champ de bataille où après on voit la catastrophe devant, vous ne pouvez plus passer devant les stades, où on vole, où on extorque, où on fait n'importe quoi. Je suis contre. Mais je suis aussi contre, je veux dire... la sanction est disproportionnée? La sanction est très disproportionnée. On a l'impression que Bakanelgi Renaissance quand même, qu'à la Renaissance... Moi, je ne suis pas de Renaissance. Moi, je suis d'une équipe où un militaire a fait les choses à sa manière. Mais il faut dire que on ne peut pas faire ça. Renaissance, c'est quand même balé la Kinshasa. Mais il est quand même le sentiment balé la Kinshasa. Renaissance, Vita Imana, pour balé comme une Vita Mazembe. Vraiment, je pense que la sanction elle est trop dure. Mais Mordom, c'est la deuxième fois, ils sont des récidivistes, comme on a dit, c'est pour ça que la sanction a été dure. Il y a des choses graves, Mazembe Club. Il y a des choses graves même à Lubumbashi, Mazembe Club aussi. Il faut qu'on se le dise. Même Daring Club. Les sanctions, oui, c'est discutable. Hein? Mais je pense que c'est comme si Renaissance, depuis longtemps, était sur les viseurs.
C'est politique. Pour vous, cette sanction est politique? Oui, parce que avec la politique, le football, avec les tensions qu'il y a, il faut essayer un peu de calmer les choses. Et on veut prendre Renaissance, essayer un peu de leur mettre au frigo, parce qu'on ne sait jamais, ça peut dégénérer comme ça. À l'allure où vont les choses, les tensions. Moi, je pense que cette décision, je suis tout contre que ce que les gens, les pratiques mauvaises, mais le relégué Renaissance, non, c'est trop fort. Non, c'est trop fort. Renaissance, quand même, à son aussi belle la Kinshasa. Vraiment, tout ça, on pose la compétition. Et puis, ça démontre à suffisance que l'encadrement. On a un ministère de la jeunesse et du sport. Mais que fait ce ministère pour encadrer les jeunes? Est-ce que c'est, je ne sais pas, Moukoula devrait, lui, encadrer ses supporters dans la rue? Est-ce que Tango Fort encadre ceux de 20 clubs dans la rue par rapport au bévu? Je ne sais pas. Les sanctions, oui, mais j'estime que j'ai l'impression que Bakamel Renaissance Bandakala. S'il y a des recours à faire, Quelle plaidoirie! s'il y a des recours à faire, l'ensemble de Renaissance, les gens qui me connaissent savent mon équipe. J'ai dit au début ici, mon équipe a été caporalisée. Mais militarisée. Mais je demande ici, pour Renaissance, s'il y a des recours, qu'on fasse des recours. Balezonga, fibre, recevoir Batou, des sanctions. Il ne faut pas prendre des décisions comme ça qui sont trop dures. Sanctions disproportionnées, la Renaissance paye-t-il nos conflits politiques? C'est ce que les gens disent. Ouais, bah, on a l'impression qu'on a politisé la chose. Vous montez justement les mots de la bouche. Est-ce que Peter Tchani, c'est vraiment un bon plaidoyer? Je ne me cache pas, moi je suis fan de ce club. Je suis fan de ce club. Ce que moi je fais comme analyse, c'est quoi? Premièrement, je condamne toutes les formes de violence. C'est vrai qu'il y a eu débordement dans le stade. Nous avons vu à la télé des... On dit l'air de jeu est sacré, on ne peut pas poursuivre les joueurs, tout ça, taper les arbitres, les tribunes dans le vestiaire et tout ça. Il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts. Et qui va payer ces dégâts, c'est ça le problème. On a vu à la télé des supporters en train d'arracher les câbles d'une caméra de la RTNC. On a vu tout ça. Mais là où moi je me dis qu'il y a eu quand même exagération, c'est dans l'intervention des forces de l'ordre. C'est leur travail, papa. C'est leur travail. Vous vous rendez compte? Écoutez, les supporters de Renaissance ne portent pas d'armes. Il y a des morts à balles réelles. Dans le stade. On a tiré sur les jeunes gens, sur les jeunes Quinois. Dimanche, j'étais à Kassavoubou. Des jeunes qui pleuraient parce que l'un des leurs était mort. À Kassavoubou. Mais imaginez la distance entre le stade et Kassavoubou. Pourquoi on est parti tirer sur ces jeunes jusque dans leur quartier? Quel est le message qu'on lance aux supporters de FC Renaissance quand vous les pourchassez pour des faits commis dans le stade des Martyrs jusqu'à Ngiringiri, jusqu'à Kassavoubou? Quel est ce message qu'on lance? C'est là où moi je me dis qu'on a voulu aggraver la situation pour prendre de telles sanctions. Les cas de désordre dans les stades, ça se fait dans tous les stades. Quelle est la sanction selon vous? Mais selon moi, c'est là où on voit la grandeur des dirigeants de ce pays, de ces pays-là, c'est dans la gestion justement de ces cas, dans la gestion de ces problèmes. Pensez-vous qu'en reléguant Renaissance en deuxième division, on résout le problème? Je ne pense pas. La plupart des supporters de Renaissance sont des gens qui sont animés de frustration. Frustration d'injustice, de la gestion calamiteuse de ces clubs, calamiteuse du sport. Parlons-en de ce sport justement. Le football aujourd'hui est devenu le haut lieu de la corruption. On a sanctionné des arbitres ici, pourquoi? Des fautes graves de jugement. Des fautes, on se voit, il y a des cas de corruption, peut-être pas prouvés, mais qui se voient. Hein? Dernièrement, on a vu ici dans les images, ça passe en direct à la télé. Un supporter de je ne sais quel club agressait un gardien sur l'aire de jeu. Quelle était la sanction? Non, je crois que le FC Renaissance a suffisamment d'arguments prévaloir le recours, parce que le football congolais va en pâtir. Le football congolais va en pâtir. Dans quel sens? Vous avez relégué le 4e de votre championnat. Wow. Nous allons terminer par le 4e de votre championnat. J'ai besoin d'ajouter un petit mot. Je vous en prie. Un peu de bon sens. Ne faisons pas de la politique dans partout. le sport. Le sport n'en a pas besoin. D'ailleurs, comme Peter l'a dit, Toti Kalara on a balle. Toti Kalara on a balle. Il y a des explications de tension. Il y a des antidotes n'abusent à Kanda. C'est vrai qu'il y a souvent des gens qui s'expriment de manière violente parce qu'ils en profitent.
dans ces situations-là. Mais on doit sécuriser. Doit-on sanctionner les supporters? En Europe, on voit ça. Quand il y a des supporters qui se comportent mal, il y a des supporters qui sont interdits d'entrer dans le stade et tout ça. Est-ce que pour vous aussi, même question, sanction disproportionnée par rapport à FC Renaissance, Nenge, Peter Alobiba, FC Renaissance, c'est la question qu'on se pose. Je suis d'accord, je suis de même avis que mes oh là là, il n'y a personne qui soutient la sanction. La vérité, lorsque la vérité est neutre, n'importe quoi là-bas. Lorsque la vérité est neutre, il ne faut pas la placer à gauche ou à droite. Okay. Elle est là, il y a un problème dans la jeunesse de la Renaissance. Et ce problème, on dirait qu'il y a des égratignures politiques. Vous savez que d'abord, Kassavoubou et Kalamou, c'est là où part l'histoire de ces pays. Et c'est toujours la jeunesse sportive. Certainement, ils se disent, le dynamisme, la vigueur de cette jeunesse de Renaissance fait peur certainement au régime, d'où il faut à tout moment... On ne peut pas arriver jusque-là. Mais combien de fois on a vu les présidents de ces clubs Renaissance s'adresser à certains dirigeants politiques qui dérangent ces clubs? Moi j'ai suivi avec vous peut-être... Ils ont même promis de faire disparaître ce club. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec Renaissance? C'est ça force à monter? Ça mobilise, les clubs mobilisent trop. Mais voyons, réfléchissons aussi froidement. Ces téléspectateurs, ces spectateurs qui sont dans les stades, est-ce qu'on ne peut pas les éduquer? Ça se fait ailleurs aussi. La masse ne raisonne pas. Comment ça, la masse ne raisonne pas? La masse ne raisonne pas. Et comment l'éduquer dans la rue? Mais qui paye le pot cassé aujourd'hui, Nikez Mouzène? C'est FC Renaissance. Il ne faut pas qu'on applique des mesures disproportionnées comme on le fait dans les Kasaï. Celui qui a juste un balai, on l'affronte avec des roquettes. C'est pas normal. Na este tant de monde wata mindoki. Wata mindoki na bazar wapi. Na kama makambo mpasi. On a mis une question vraiment raté. On a besoin des roquettes. Je me souviens ça qui sont des démonstrations par même un vaisseau. Non, j'ai vu ça. Où sont ces vaisseaux? Non, il y a un sérieux problème de justice. Quelque part, il y a un problème de justice. Mais je crois qu'on ne corrige pas une bévue par l'injustice. Le recours, il faut le faire à la FIFA, à la FECOFA, déjà au niveau de la FECOFA, les recours sont en train d'entrer. Je suis sûr qu'on aura une réponse d'ici là. Parce qu'on veut étouffer un club qui est montant, qui est populaire. Qu'on se le dise. Renaissance est né d'une dissension entre supporters d'un club. D'un club Motema Pembe. Nous étions tous... Donc, nous avons décidé... Non. Moi, je me posais des questions claires et pratiques. Oui. Dites-nous, est-ce que le DSMP est derrière cette décision? Nous saurons le dire, mais pas... Oh là là là. On n'a pas de problème pour on va dire carrément cette question. Est-ce que le DSMP est derrière cette décision? Mais on peut soupçonner. Aïe. Parce que jusqu'à présent, tous les conflits c'est qui les clubs, non? Les clubs. S'il y a quelqu'un qui doit danser, c'est ces clubs-là, DSMP. À qui parce qu'il y a un conflit entre ces deux clubs. Et puis, à un certain entre les dirigeants de ces clubs. On ne veut pas que les dirigeants politiques aient des clubs. C'est déjà, ça influence beaucoup, même les militaires. C'est peut-être le seul pays au monde. Ça se fait pas en Europe ou ailleurs? Vous avez déjà vu un général qui va laisser l'armée venir s'occuper d'un club. En Europe, vous avez entendu. Non, il a à la fois général à l'armée et en même temps aussi dirigeant d'un club. Ça se fait pas. Non, mais c'est la question. Maintenant, quand Al-Qaïda va venir, vous allez faire comment? Toi, tu es au stade de martyr. C'est compliqué. Et puis, parce que nous parlons sport, je n'ai pas eu le temps. Peut-être, excusez-moi, j'appelle ça un raccordement. Il faut dire à toi. Sport. Comment il s'appelle encore de présenter mes condoléances. Harold de Badibanga. La famille Chimanga, Maître Kenzo Mukendi qui nous a quittés, qui était vice-président de la jeunesse du PPRD, mais qui était au tribunal, qu'est-ce que je dis, trésorier général du COC, comité olympique. Maître Kenzo qui nous a quittés, où il y a beaucoup d'infos par rapport à sa mort. Les uns disent que c'est une mort normale, d'autres parlent d'empoisonnement. C'est quelqu'un que j'ai connu personnellement, maître en taekwondo. C'est avec beaucoup de peine. Je crois que ici à la famille, tout ce que je peux demander, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout dans certaines logiques. Maître Mpoi, maître Dadima Oueja, grand maître Mukumbusu, maître Badiachile, maître Djibé. Ça fait mal, mais je crois que... la facture de ma banque va venir. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Beaucoup de courage. Voilà, Jacques Piana nous signale déjà que nous sommes à la fin. Merci, mais quand les intelligences se battent comme ça, le temps passe tellement vite, on n'a pas vu le temps passer. Voilà, nous avons balayé les temps forts de l'actualité de cette semaine. Nous avons parlé de la position des évêques, de l'UNC.
À tous les Je me sens menacé. Juste une dernière interpellation. Si vous pouvez me donner des précisions que nous, médias, nous sommes menacés. Nos chaînes seront fermées. Madame. C'est la loi, nous allons basculer dans le numérique d'ici là. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Nous en parlerons prochainement. Juste un petit mot, moi prochainement, oui. J'aimerais juste lancer un message auprès de l'autorité des sports, l'autorité politique des sports. Le ministre, l'honorable Papi Niango, moi je préfère l'appeler honorable parce qu'il a quand même une certaine honorabilité par rapport aux fonctions qu'il assume. Il se trouve maintenant devant sur sa table un dossier important qui est le cas justement de Renaissance. Nous aimerions vraiment qu'il puisse y jeter un coup d'œil parce qu'il s'agit là de la joie de plusieurs millions de Congolais qui se retrouvent à travers ce club, qui risquent d'être frustrés. Voilà, là, terrible. Non, nous sommes à la fin. C'est pour votre vraiment. Vous savez, on a du mal à parler de nous. Maman. On en parlera la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine. Il semble que d'ici le 15, maman Paulette, chômage. Moi, c'est-à-dire, j'ai plusieurs fois été au chômage. C'est-à-dire, le basculement numérique, les autres connus, la chaîne donc on a évité vraiment beaucoup. Pour le la semaine prochaine, j'aimerais venir. Nous devons parler de nous-mêmes cette fois-ci. On va parler de ce basculement. Nous allons parler de ça. Merci en tout cas à vous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité à Congo Web et à WebPress. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Vraiment, voilà. Espérons nous retrouver la semaine prochaine. Et bonne suite de semaine. La semaine que Dieu nous bénisse en République démocratique du Congo.